Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Les questions d'intérêt mondial au cœur du sommet de l'Organisation de la coopération islamique. La rencontre s'ouvre vendredi en Arabie Saoudite. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly y représente le président Alassane Ouattara. Cette 14e conférence va aborder les sujets liés à la marche du monde islamique. Le gouvernement veut réussir le 5e recensement général de la population et de l'habitat. L'INS, l'Institut national de la statistique, veut disposer de données fiables pour le développement du pays. La phase pilote vient de prendre fin. Elle a permis d'apporter les corrections nécessaires. Et puis la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso préparent le prochain traité d'amitié et de coopération. Les deux pays se réjouissent des acquis de leurs relations. La 3e réunion du comité conjoint de suivi vient de se tenir au pays des hommes intègres. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est arrivé hier nuit à Djeddah, en Arabie Saoudite. Le chef du gouvernement représente le président Alassane Ouattara, la 14e conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Main dans la main vers l'avenir, le thème de cette rencontre, elle permettra d'aborder les questions d'intérêt mondial, tout comme les sujets liés à la marche du monde islamique. Mahama Traoré est notre envoyé spécial. Djeddah, capitale économique du Royaume d'Arabie Saoudite, offre son hospitalité au monde islamique, non seulement au siège de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique qu'elle abrite, mais aussi à ses pays membres. En témoignent ces drapeaux dressés le long des plus grandes artères de la 2e plus grande ville du pays, ce pour souhaiter la bienvenue aux différentes délégations qui transiteront par Djeddah pour allier la ville sainte de la Mecque, où se tiendra vendredi la 14e conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Ce sommet réunira les chefs d'État et de gouvernement des 57 États membres de la 2e plus grande organisation intergouvernementale après les Nations Unies. À l'ordre du jour de cette rencontre au sommet, des questions se rapportant aux grands défis du monde islamique, tels la paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté et le terrorisme, l'investissement, les changements climatiques, l'autonomisation de la femme et la protection des droits de l'homme. Membre de l'OCI depuis 2001, la Côte d'Ivoire sera présente à ce rendez-vous majeur. Le président Alassane Ouattara sera représenté à ce sommet par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le chef du gouvernement et sa délégation, comprenant le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur Ali Coulibaly, sont arrivés ce mardi à Djeddah en marge de la 14e conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. La délégation ivoirienne mettra son séjour à profit pour renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite, ainsi qu'avec les pays du Golfe. Des discussions sont également prévues avec les dirigeants de la Banque islamique de développement. Et ici en Côte d'Ivoire, je vous le disais à l'instant, l'Institut national de la statistique veut garantir la qualité des données du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Une phase pilote s'est déroulée du 11 mars au 19 avril à travers 8 zones du pays. Cette phase pilote qui a pris fin à Jacquesville, une étape test qui a permis à l'INS d'apporter les corrections nécessaires à la réussite de l'opération. Plus de détails avec Lansine Bakayoko. Ce recensement pilote est l'une des 7 phases préparatoires clés du processus de réalisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat programmé pour la fin de l'année 2019. Ce recensement pilote nous permet de tester d'abord tous nos questionnaires et de choisir véritablement les variables que nous allons administrer aux ménages lors de la grande phase de l'opération. Ces variables sont liées notamment aux conditions du déroulement de l'opération de recensement. Cette séance d'évaluation aura donc permis de prendre connaissance des problèmes auxquels sont confrontés les agents recenseurs sur le terrain dans les 8 zones expérimentales. Des problèmes d'ordre technique et organisationnel en liaison avec l'encadrement des agents et les outils de collecte des données. Pourtant, le gros travail demeure au niveau de la sensibilisation pour une adhésion populaire. Le gros travail serait effectivement d'identifier un certain nombre de cibles. Et pour chacune de ces cibles-là, on va en fait mettre en place un dispositif d'approche. Dans ces cibles-là, il y a les communautés étrangères, il y a les diplomates, il y a les jeunes vulnérables, il y a les partis politiques. Il faut que toutes ces communautés étrangères qui résident en Côte d'Ivoire, étrangères comme locales qui résident en Côte d'Ivoire, soient effectivement associées à la bonne réussite du recensement. Le recensement général de la population et de l'habitat
devrait fournir des données de base qui vont permettre de soutenir les actions de développement du gouvernement. On peut citer entre autres l'électrification rurale, l'adduction d'eau, les filets sociaux et l'érection des campements en village. Coût de l'opération, 19,6 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso font le point de leur coopération. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, conduisait une délégation au Burkina Faso. Une mission qui s'inscrit dans le cadre des travaux de la 3e réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions du traité d'amitié et de coopération. Les deux parties ont aussi abordé les préparatifs des prochaines assises du TAC. Michel Digré. Les travaux de la 3e réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions du TAC ont permis de noter des avancées dans les projets initiés dans divers secteurs, même si certains blocages restent à lever pour d'autres. Nous pouvons ainsi nous réjouir de l'acquisition des financements pour le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou pour certains tronçons, de même que le démarrage effectif des travaux à certains niveaux. Dans le domaine de la sécurité, je voudrais saluer la fructueuse coopération entre nos deux pays, qui a permis d'aboutir à des résultats appréciables, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Les deux ministres des Affaires étrangères sont satisfaits de la vitalité de la coopération entre les deux pays. L'axe Yamoussoukro-Ouagadougou se porte à merveille. Il ne peut en être autrement. Quand son Excellence, Monsieur le Président Roch-Marc Christian Kaboré et son frère, Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, guidés par le souci de placer la coopération entre nos deux pays à un niveau inégalé en Afrique, n'ont eu cesse de multiplier les initiatives et les rencontres bilatérales pour donner les orientations susceptibles de consolider chaque jour davantage l'intégration de notre espace communautaire par le développement de notre coopération bilatérale. Les ministres Marcel Amontano et Ali Koulibaly ont été distingués dans le grade d'officier de l'ordre de l'étalon par les autorités du Burkina pour leur implication respective dans le processus de consolidation des liens entre les deux pays. Depuis sa création en juillet 2008, le TAC a permis la signature d'environ 80 accords. Le prochain TAC se tiendra au mois de juillet à Ouagadougou. Une autre coopération fructueuse cette fois entre la Côte d'Ivoire et le Japon. La Côte d'Ivoire qui vient de signer le livre d'or pour la célébration de l'intronisation du nouvel empereur Naruhito. C'est le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano qui est aujourd'hui à l'ambassade du Japon. Un moment pour également évoquer l'excellence des relations entre les deux pays. On voit cela dans ce reportage de Sidonie Davila. Félicitations et soutien au peuple japonais relativement à la prise de fonction du nouvel empereur Naruhito. L'essentiel du message de la Côte d'Ivoire au Japon, inscrit dans le livre d'or par le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano. En général, il est de bon ton entre pays amis de féliciter. Ensuite, d'exprimer des vœux de santé, parce que pour remplir une mission, il faut avoir la santé, des vœux de succès, et réitérer les vœux d'amitié que le couple présidentiel nourrit à l'endroit de l'empereur et de l'impératrice. J'en ai profité pour faire un point de la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire, qui est une coopération ancienne, une coopération dynamique qui s'est beaucoup renforcée ces dernières années. Le Japon s'apprête à célébrer officiellement la session au trône du nouvel empereur Naruhito le 22 octobre prochain. Une célébration à laquelle la Côte d'Ivoire compte participer. La présence du président de la République Alassane Ouattara avec son épouse est annoncée. Parlons à présent du programme social du gouvernement. Il s'engage à donner de l'eau potable à tous au nord du pays. Dans les régions du Poro et Bagoué, le volet réparation des pompes à motricité humaine est lancé. Près de 800 pompes seront ainsi réparées. Cette action permettra de soulager les populations rurales, nous rapporte Ami Sissoko. Ce puits, à côté du cimetière, est l'un de ceux qui approvisionne en eau Lakpolo, village situé à 5 km de Korogo. Nos mamans puisaient l'eau ici. Nous aussi. Il n'y a pas d'eau. Les femmes ont pris l'habitude d'aller au puits quand les pompes à motricité humaine sont tombées en panne. Vu le besoin en eau potable, elles ont dû faire preuve d'ingéniosité. La dalle servant du support à cette pompe hors d'usage retirée. Elles ont accès aux précieux liquides.
Cela fait plus de 20 ans que cette pompe ne marche pas. Elle n'a plus de tuyau. Raison pour laquelle nous utilisons une puisette pour prendre de l'eau. C'est pénible. Mon souhait est de l'avoir réparée. Aujourd'hui, grâce au programme initié par le gouvernement, les 7 pompes de ce village sont en réparation. Chaque famille peut donc facilement se procurer de l'eau potable, ce qui fait le bonheur du vieux Dotin. L'une d'elles est près de sa concession. Les gens refusent de participer à la cotisation pour la réparation de la pompe. Ça fait 2 fois que je l'ai réparée pour que les gens puissent avoir de l'eau. La pompe du centre de santé de Lac-Polor a bénéficié du projet de réparation. Un véritable soulagement pour le personnel qui a toutefois une doléance, la réparation du château d'eau. Au moins 17 villages aux alentours de Lac-Polor. Même les gens de Nacho viennent pour les accouchements. Et souvent quand il y a un déficit ici, il faut aller chercher l'eau dans le village pour venir laver le matériel et nettoyer la salle d'accouchement. Donc c'est vraiment compliqué. Et aujourd'hui, l'eau, en tout cas pour le moment, c'est consommable. La pompe de l'école primaire publique est aussi réparée. Grâce à cette eau, la cantine peut fonctionner correctement. Environ 350 élèves s'y approvisionnent chaque jour. Pour l'heure, même si la population affiche son satisfait face au projet, des inquiétudes demeurent. Voilà, la qualité n'est pas aussi parfaite, mais par rapport à avant, on peut dire que c'est acceptable. Mais si on peut mieux améliorer, ça nous fait plaisir aussi. Ils sont venus réparer. Mais pour pomper là, c'est dur. Pour avoir 25 litres comme ça, la personne va fatiguer. Face à ces préoccupations, le directeur régional de l'hydraulique du Poro rassure. Pour le moment, c'est tout à fait normal parce que nous venons de faire une nouvelle réparation et on a remplacé tous les joints. Alors qu'elles étaient habituées déjà à des joints qui étaient usés, donc ça fait que les bras se manipulaient facilement. Oui, la qualité de l'eau, oui, on a constaté qu'au niveau de l'école, l'eau est un peu rouge. Effectivement, on a vu le réparateur, on s'est dit que peut-être il a mis un peu plus de tuyaux, qui fait qu'aujourd'hui la pompe doit être dans la boue. Donc on va remonter un peu la pompe pour qu'on puisse avoir de l'eau claire et potable. 548 pompes sur 1275 vont être réparées dans le Poro. C'est le nombre le plus élevé de pompes à réparer dans le pays. Le top départ des travaux dans le Poro et dans la Bagoué a été donné à Lac-Polor par le ministre de la fonction publique Issa Coulibaly, représentant le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Je voudrais vous exhorter à vous approprier les ouvrages qui seront réparés ou réhabilités en vous impliquant de la manière la plus significative dans le suivi et la maintenance pour que les systèmes d'approvisionnement en eau potable de vos localités respectives ne soient plus à l'arrêt. Le programme de réparation des pompes dans le Poro et dans la Bagoué permettra de créer environ 500 emplois. Le vœu de la population est raccordé au réseau national de distribution d'eau potable. Et en plus de l'eau potable, l'électricité pour tous est aussi une priorité du gouvernement. Lundi dernier, 4 villages dans le département de Dimokro ont eu la lumière, une mise sous tension qui porte l'électrification des villages de la région à 41 sur 71. Le ministre Aboudraman Sissé annonce d'importants investissements dans le secteur. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. Lundi 27 mai 2019, une date à marquer d'une pierre blanche pour les populations de Dadié-Kwassikro. La raison ? Ce village situé à 13 km de Dembokro a été choisi pour abriter la cérémonie de mise sous tension de 4 localités dans la région d'Inzi. On était dans difficulté. Parce qu'on ne peut pas aller voir ton ami chez lui à la maison, parce qu'il fait noir. Si tu n'as pas torche là, tu ne peux pas sortir. Actuellement, comme le courant est arrivé, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Je suis en Jaï même. Kogina, Bokabo, Kangrassou et Dadié-Kwassikro, désormais raccordés au réseau électrique national par ce geste du ministre Aboudraman Sissé. Ce sont désormais 41 villages qui ont accès à l'électricité sur les 71 que compte le département de Dembokro, soit un taux de couverture de 58%. L'importance de l'électricité n'est plus à commenter. Nos parents vont sortir des ténèbres et surtout permettre à nos enfants qui sont dans les villages d'avoir l'électricité comme leurs frères qui sont en ville. C'est des populations qui attendaient la lumière et voilà que cette lumière est arrivée grâce au chef de l'État. Cette population est venue célébrer la lumière
mais dire aussi merci au chef de l'État pour toutes ces actions sociales qu'il mène. L'électrification de ces 4 villages qui s'inscrit dans le cadre du programme national d'électrification rurale, PRONER, a coûté 336 millions de francs CFA. Il reste encore 10 localités à Dembocro que nous allons électrifier entre maintenant et la fin 2020. Parce que dans le programme, il y en avait 15 qui devaient être faits. Tout ça pour dire que ce que le président de la République promet, il le fait effectivement. Dès la semaine prochaine, nous aurons des équipes qui seront sur place pour permettre aux populations de se raccorder effectivement à l'électricité en ne payant aucun sou. Les investissements engagés dans le département de Dembocro sur la période de 2012 à 2019 en matière d'électricité sont évalués à 2,3 milliards de francs CFA. C'est un pas vers la formalisation de ce secteur. Les acteurs des tricycles destinés au transport de marchandises se mettent en règle. Ils ont reçu des cartes professionnelles délivrées par la Chambre nationale des métiers. Le syndicat des conducteurs de motos tricycles s'engage au respect des exigences urbaines. Marcelin Kla, Walter Amadou Ouattara. Dans la dynamique de l'organisation de leur secteur, les conducteurs de tricycles réunis au sein du syndicat de conducteurs de mototaxi de Côte d'Ivoire ont pris part à une cérémonie de remise de 4 professionnels dans la commune d'Abobo. Relativement à leur incivisme et indiscipline constatée dans la circulation routière, l'activité des tricycles faisait l'objet d'une censure par le ministère des Transports. Il leur est interdit le transport des personnes. À présent, les choses vont dans le bon sens pour ces conducteurs de tricycles grâce à leurs actions de professionnalisation soutenues par le ministère de l'Artisanat. Nous comptons organiser nos artisans parce que de l'informel, nous allons au formel. Il y a des formations, c'est accompagné aussi de beaucoup d'autres choses. La Chambre du métier prend le relais. C'est pour cela que nous demandons à ces artisans-là de prendre la carte des métiers, c'est ce qui peut les envoyer devant. Sur 6 000 conducteurs de tricycles répertoriés dans la base de données de la Chambre de métiers de Côte d'Ivoire, environ 2 000 sont aujourd'hui munis d'une carte professionnelle. La date de rigueur, c'est dans 3 mois. Jusqu'à quand? Parce que nous avons mai, juin, juillet. Jusqu'en fin juillet, il faut que tout acquiert les cartes professionnelles. Ceux qui n'ont pas les cartes, on va les arrêter. Le monde de l'artisanat touche 40% de la population active, à savoir 40 corps de métiers et 245 métiers. Un atout que le syndicat de conducteurs de mototaxi de Côte d'Ivoire veut davantage valoriser. Et on a décidé de se mettre en syndicat pour essayer d'organiser le secteur des tricycles. On amène les chauffeurs à être en règle en face de la loi. Cette cérémonie a été ponctuée par un hommage rendu au ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté, pour son apport en faveur de ce secteur d'activité. Une page de culture dans ce journal. La Côte d'Ivoire a célébré la journée internationale des sites et monuments. C'était aujourd'hui dans la ville historique de Grand-Bassam. Le gouvernement ivoirien insiste sur la nécessité de préserver le patrimoine culturel. Vous allez le voir dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara. C'était une journée pleine d'activités pour marquer cette célébration. Première capitale de la colonie de Côte d'Ivoire de 1893 à 1900. La ville historique de Grand-Bassam est le témoignage de l'histoire de la Côte d'Ivoire sous l'administration coloniale. Inscrite depuis 2012 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le riche et diversifié patrimoine immobilier de la ville de Grand-Bassam est protégé. Nul ne peut détruire ou modifier une construction et un environnement sans l'accord préalable des autorités. Pour susciter une prise de conscience sur la nécessité de préserver le patrimoine culturel, une journée internationale des sites et monuments a été instituée depuis le 18 avril 1982 par le Conseil international des sites et monuments. Cette journée vient d'être commémorée à Grand-Bassam sous le thème « Paysage historique, identité culturelle ». Et en principe, c'est chaque 18 avril. Mais cette année, par contrainte de calendrier, nous avons décidé de décaler. Donc c'est une opportunité pour nous de valoriser notre site et attirer l'attention surtout des populations sur la fragilité de notre patrimoine. Cette troisième édition a été rehaussée par la participation de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, ici aux côtés du représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie. La ville historique de Grand-Bassam, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette inscription a été
l'expression d'une volonté politique de tout le gouvernement ivoirien, avec à sa tête son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara. Il devient donc impérieux de protéger les sites et monuments car ils constituent un lien entre le passé et l'avenir. Conférences, prestations de troupes artistiques, visite des expositions des photographies des bâtiments historiques rénovés, des temps forts de cette commémoration. Et on va parler à présent de cinéma. Il s'est tenu la première édition d'Abidjan Film Summit, une plateforme d'échange et de promotion de contenu audiovisuel. Plusieurs acteurs locaux et étrangers du secteur de l'audiovisuel ont pris part à la rencontre. Le Nigeria, le deuxième grand producteur de fiction au monde, a partagé son expérience. Marcelin Cla, Serge Coléa. Session one-to-one, panel de discussion, activités de networking constituent les temps forts de cette première édition d'Abidjan Film Summit. À l'initiative de la RTI, les participants ont passé en revue les questions financières, économiques et juridiques liées au secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Il faut produire et produire, mais il faut aussi sensibiliser la population pour qu'elle consomme. Parce que si tu produis que ce n'est pas consommé, comment est-ce que tu vas avoir ton argent ? Déjà, on n'a pas assez de salles, mais en plus, les gens ne vont pas en salle de cinéma. Ça tue le business lui-même. L'État a son rôle à jouer. Rôle au niveau de l'environnement, de mettre l'ordre, de le clarifier pour que les acteurs puissent effectivement jouer leur rôle. Donc, c'est le concours de l'État et du secteur privé. Les banques et les assurances, entre autres. Pour le directeur général Fosseni Dambélé, la RTI entend multiplier ce type de rencontres au profit des acteurs du secteur. Il y a plusieurs intervenants au niveau institutionnel, il y a des entreprises, il y a des télévisions, faire en sorte que nous puissions fédérer les moyens. Et ça va nous aider à produire davantage et de qualité. Ensuite, à amener les organismes financiers, les banques, les assurances, à comprendre davantage l'économie de l'audiovisuel. Il y a déjà des exemples concrets de réussite, promouvoir ces réussites-là et faire en sorte qu'il y ait davantage de production qui puissent bénéficier des guichets des banques, des assurances, parce que c'est un secteur à forte potentialité. Au terme de cette première édition d'Abidjan Film Summit 2019, 12 recommandations ont été faites. Entre autres, faire un plaidoyer auprès de l'Union africaine afin de soutenir le secteur, mettre en place un département sectoriel avec les banques commerciales pour le financement de l'industrie du cinéma et de la télévision. Et puis le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le jeudi 30 mai 2019, jour de l'Ascension, est jour déclaré férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interpersonnelle, le jour de l'Ascension est déclaré jour férié, chômé et payé. Et puis le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte également la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le samedi 1er juin 2019, le lendemain de la nuit du destin, Laylatul Qadr, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et nous sommes dans la dernière décade du mois de Ramadan, un mois de partage, plus de 10 000 kits alimentaires distribués aux musulmans de la région du Poro, une initiative du président de la République pour soulager les populations les plus vulnérables. Des tonnes de riz et de sucre distribués à Korogo, Ferké et Tioro. Le reportage de Soro Corona. Centre hospitalier régional de Korogo. Les malades, leurs parents, le personnel soignant reçoivent des kits alimentaires pour la rupture du jeûne. Même décor dans les villages de Wolo et de Tioro. Les fidèles musulmans reçoivent ainsi le soutien du président de la République, Alassane Ouattara. Soutien pour traduire en actes concrets les prescriptions islamiques. Partage, solidarité et don de soi. En 2 jours, ce sont plus de 10 000 kits alimentaires qui ont été distribués. C'est une manière aussi pour le président de la République et pour le Premier ministre de montrer à la population ivoirienne que quelle que soit leur situation, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, le président a une pensée pour eux. Et c'est pour cela que le président et le Premier ministre nous ont envoyés sur le terrain afin de soulager nos parents et de demander des prières pour la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire. Ouattara Lassina, chargé de mission du président de la République, a exhorté les fidèles musulmans et les guides religieux à toujours prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Des domiciles, des communautés vivant à Korogo, les gares routières, les marchés ont été visités par les chargés de mission du président de la République. Les fidèles musulmans de la mosquée Mohamed VI de Ferké n'ont pas été oubliés par cette caravane de la solidarité et du partage. Le mois de carême, on dépense 3 fois que d'habitude. Donc quand il y a un petit don,
Vraiment, pour nous, ça nous va droit au cœur. Ce don que nous recevons va nous permettre d'achever le mois de carême sans grand souci. La distribution des kits alimentaires aux fidèles musulmans en cette période du jeûne du Ramadan du président de la République a débuté à Abidjan. Ce sont plus de 30 000 kits alimentaires qui ont été distribués. Et on va rester dans cet élan de solidarité, cette fois Tafiré avec Kader Sogodogo, don du président de la République. Environ 50 tonnes en vivres à la communauté musulmane. Environ 50 tonnes de dons en vivres, riz, sucre, lait, pâtes alimentaires et en non-vivres, nata et bouilloire. Dont des cadres du département de Tafiré, avec à leur tête Seydou Traoré, directeur général du budget, et Ouattara Sie Abou, directeur général des impôts, au nom du président de la République Alassane Ouattara et du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour soutenir la communauté musulmane en cette période de jeûne. Président, infiniment merci. Que Dieu fasse en sorte que ce qu'il pense et ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire puisse aller au-delà de toutes nos espérances. On lui dit merci à lui et au Premier ministre. De Tafiré à Nidieka, en passant par Badika, la délégation a prôné le même message aux populations. Au-delà du soutien matériel qui est constitué de remise de dons en vivres et non-vivres, c'est un message de cohésion sociale que nos autorités nous ont demandé d'apporter. Un message de paix, un message de vivre ensemble à nos populations. Le jeûne est le 4e pilier de l'islam. Il est recommandé également en cette période la solidarité et la cohésion entre les fidèles. Et on ouvre la page sport. 27 joueurs pour la CAN de préparation de la campagne CAN 2019. Le sélectionneur ivoirien Ibrahim Kamara a dévoilé sa préliste. Yao Kwasi Gervais n'est pas de l'effectif. L'entraîneur dit vouloir former un groupe soudé. Les explications de Oda Legbe. 4 gardiens de but. Sylvain Bowo, Badra Ali, Tapeira, Sissé Karim. 8 défenseurs. Serge Aurier, Bakayoko Mamad, Bonlo Koulibaly, Bamba Abdoulaye, Traoré Ismaël, Canon Wilfried, Deli Simon, Komara Chek. 7 milieux de terrain. Kessier Franck, Sérédier, Bamen Jean-Philippe, Séri Michael, Sangare Ibrahim, Angban Victorien et Diomandé Ismaël. Et 8 attaquants. Jonathan Kodja, Mas Gradel, Nicolas Pepe, Zaha Wilfried, Mas Cornet, Roger Assalé, Johan Boli, Bonnie Wilfried. 27 joueurs et quelques surprises, notamment le retour de Bonnie Wilfried qui viendra apporter son expérience et son vécu de champion d'Afrique aux jeunes attaquants qui joueront pour la plupart leur première CAN. Kamara Ibrahim a également profité de cette conférence de presse pour clarifier la non-sélection de Yao Kwasi Gervais, dit Gervinho. J'avoue que mon choix a été difficile. Mais au risque de me répéter, je vous ai déjà dit que je ne peux pas empiler des joueurs de même profil. Les éléphants se retrouveront dès le 31 mai en France pour le début de leur stage de rassemblement et de préparation avant de s'envoler pour les Émirats Arabes Unis le 10 juin où ils vont clôturer leur stage le 19 juin. 3 matchs amicaux sont prévus lors de ce stage de préparation. Et dans le reste de l'actualité, au Nigeria, le président Muhammadu Buhari investit aujourd'hui pour un second mandat. Il promet de s'attaquer à l'insécurité rampante et à la corruption. Âgé de 76 ans, il a été réélu avec 56% des voix. Et on termine en Grande-Bretagne. L'ex-ministre des Affaires étrangères est accusé d'avoir menti durant la campagne sur le Brexit. La plainte émane de l'homme d'affaires Marcus Bale. Un tribunal londonien a décidé de citer à comparaître Boris Johnson. Le député a d'ores et déjà rejeté ces accusations via son avocat. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.